Bonjour à tous, c'est Média, le magazine de l'actu des médias et du traitement de l'actualité par les journalistes. À mes côtés, comme chaque dimanche, Alice Santôme et Julien Belvert. Et notre grand témoin, aujourd'hui, c'est le journaliste Serge July. Il nous accompagnera tout au long de l'émission. C'est le scoop de la semaine. Lundi, Le Monde publiait le résultat d'une enquête internationale sur les bénéficiaires du système d'évasion fiscale de la banque HSBC. Nous étions avec les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme juste avant la publication de leur article. Ça ne pèse pas lourd, mais il y a 180 milliards d'euros là-dedans. Depuis, ils subissent des critiques, notamment de l'un des propriétaires du Monde, Pierre Berger, qui parle de délation et de populisme. Nous en débattrons. On attendait les sanctions du CSA après les attentats de Paris. 36 manquements à la déontologie ont été relevés. LCI et RMC sont les plus mauvais élèves. C'était le 11 février 2005. Le Parlement votait une loi pour lutter contre les discriminations liées au handicap. 10 ans plus tard, les associations dénoncent un recul du gouvernement sur cette question. Que leur répond la ministre de la Santé? Ce sera notre coup de com'. Et puis d'un côté, le grand journal, la vitrine de Canal+ depuis plus de 10 ans. De l'autre, le petit journal qui gagne chaque saison du temps d'antenne et des téléspectateurs. Le petit journal a quitté le grand journal, ça voulait dire une séquence qui fait de l'audience en moins et ça voulait dire du chiffre d'affaires en moins puisque c'était du temps d'antenne enlevé au grand journal pour le donner au petit journal. Derrière les animateurs, il y a deux producteurs qui travaillaient ensemble et sont devenus concurrents. C'est la guerre du clair sur la chaîne cryptée. Reportage. Voilà pour les titres, c'est parti pour le numéro 249 de Média le magazine. Bonjour Serge July. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes l'un des fondateurs de Libération. Depuis 4 décennies, l'une des figures marquantes du journalisme français. Mais les téléspectateurs vous connaissent-ils bien? Pour le savoir, on monte dans le petit train de votre vie avec Bruno Donnet. Alors, si notre grand témoin devait se présenter lui-même, il nous dirait probablement ceci. Il n'a pas fait son service militaire, il s'est fait exempter, il a fumé des joints. Ce serait exact, mais un peu court, car Serge July est avant tout un homme poursuivi par la crise. Il s'est d'abord tapé la crise de couple de ses parents. On ne les séparait pas, on n'éclatait pas les familles. Puis une crise d'adolescence doublée d'une crise d'identité qui l'a conduite à imposer à sa mère, qui s'évertuait à l'appeler Patrick, Exact. de l'appeler enfin Serge. C'est vrai. C'est également une crise de société, cette fois, celle provoquée par l'épisode mai 68, qui lui a permis d'exprimer sa conscience politique. On a vraiment basculé d'une société dans l'autre. Et de devenir le patron, enfin on l'appelait plutôt la patronne, d'un journal né sous l'impulsion de Jean-Paul Sartre. On peut même dire que sans Sartre, il n'y aurait pas eu Libération. C'est ensuite sur les cendres encore chaudes de la crise économique et du choc pétrolier avec lequel est né le journal qui a prospéré, Libé. Quand il y a du désespoir, vous savez, c'est que ça pose des questions à ceux qui sont des marchands d'espoir. Mais c'est la crise de la presse qui a provoqué son éviction de Libération, Édouard de Rothschild, lui indiquant la porte après 33 ans de boutique sur l'hôtel de Bénéfice-Zamberne. Quand je suis parti, je les ai fait, ils avaient tous disparu. Guignolisé pour avoir longtemps montré sa poire au comptoir cathodique de Christine Ockrent, on lui doit aussi quelques bonnes crises de rire. Je crois que c'est clair, un bon débat, c'est un débat qu'à un début. Je suis d'accord avec Cher. Viré de Libé donc, privé de télé, il n'a toutefois jamais vécu de crise d'angoisse professionnelle, accueilli par RTL. Bonjour. Et depuis septembre par Europe 1, qui a bien conscience que... Il faut qu'il vive. Il faut lui donner les moyens de vivre, il faut lui donner les locaux, il faut le protéger. Serge July vient d'être victime d'une crise de foi et voilà pourquoi il publie aujourd'hui un dictionnaire amoureux du journalisme. Je veux dire, on est là pour ça. Serge July, les guignols, les cahuètes, on se souvient tous des cahuètes, ça a dû favoriser votre notoriété quand même. Oui, sans doute. Je raconte d'ailleurs une histoire qui m'est arrivée. J'étais dans le train un jour et il y a un jeune beurre qui vient vers moi qui me dit « Je te connais, toi, je te connais. » Bon, il y a des jours où on est plus ou moins badin. Oui. Et je lui dis « Cherche. » Et puis, je regagné ma place. 3/4 d'heure après, il se pointe, il dit « Je sais où je t'ai vu, tu joues dans les guignols. » Voilà, c'est l'effet guignol. Oui. J'ai eu beaucoup de chance avec eux. Votre voix, elle est presque plus caricaturale que celle des guignols. Oui, c'est le coq, là, faisait très bien. Ouais. Et plutôt de manière sympathique. C'était soit avec Christine et Philippe Alexandre, soit
en docteur S déontologie, sur lequel j'intervenais sur plusieurs événements. Et qui nous amène évidemment à ce dictionnaire amoureux du journaliste publié chez Plon, livre très historique, très politique. Vous venez du communisme, vous avez toujours revendiqué des idées de gauche. Naturellement. Ouais. Mais est-ce que non, mais parce que ça, il y a un côté tellement conservateur dans le mot communisme aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Et est-ce que vous pensez que les journalistes d'une manière générale doivent dire d'où ils viennent, pour qui ils votent? Est-ce que par exemple pour vous, ce serait important de savoir parmi les intervieweurs politiques pour qui Apathy, Bourdin ou Caroline Roux sur France 5 votent? Oui, mais j'en fais pas une règle. Moi, dans le dictionnaire, je me suis présenté d'une certaine manière pourquoi j'étais journaliste, par où j'étais passé. Voilà, c'est tout. C'était pour ça, mais j'en fais pas une. C'est pas une transparence qu'on doit aux spectateurs, aux téléspectateurs. Il y a trop de transparence tue la transparence. J'ai envie de dire, pour employer cette expression passe-partout. Voilà, on abuse un peu de la transparence. Il y a une dictature de la transparence. Mais je suis pour que, évidemment, sur les questions de revenus, sur les questions externes, enfin, je veux dire, on soit plus transparent. C'est une société très puritaine, des sociétés transparentes. Hein. Vous savez, c'est des sociétés américaines où il n'y a aucun souci sur le salaire, sur la vie privée, il n'y a pas de vie privée en fait aux États-Unis. Même s'il n'y a pas de poursuite en diffamation, il ne faut jamais oublier. Alors, je voudrais qu'on comprenne, Serge July, je voudrais qu'on comprenne ce qu'était Libération à sa création. Pour ça, on a ressorti la une oui, mais c'est marrant, ça va parler à beaucoup de gens. On a ressorti la une du 30 mai 1974. La cible, c'est Valéry Giscard d'Estaing, jeune et fringant président de la République, qui se voit affublé de tous les noms d'oiseaux, rat d'égout, mange-caca, gras du bide, bachibouzouk, du gland, j'en passe et des meilleurs, on n'a pas pu tous les mettre. On s'est beaucoup amusé. Ah ben oui, c'était très très drôle. Alors, il faut expliquer pourquoi. Voilà. C'est quoi la genèse? Le contexte. Parce que Giscard, qui était un réformateur avec parfois de la réussite et parfois moins de réussite. Là, il vient d'être élu. Il vient d'être élu, mais sur la question de son statut, il déclare qu'il n'y aura pas de poursuite pour insulte à chef d'État. Alors, il faut savoir qu'on vient d'une insulte à chef d'État, c'est-à-dire qui a donné naissance à Charlie Hebdo, c'est vrai. Puisque c'était la mort de Charles de Gaulle, considérée justement comme une atteinte insupportable. Et donc, ça voulait être une forme de modernité. Et donc, comme traitement, on avait dit comment on va traiter ça. On va y aller, puisqu'on a le droit d'y aller. Et il avait réagi? Non, il n'a pas. Il a fait même pas envoyé de mots? Non. On parle souvent aujourd'hui du bashing, pardon de l'anglicisme, du pilori médiatique auquel sont voués les politiques. Sur les présidents de la République, est-ce qu'ils sont pas plus respectés? Est-ce qu'ils sont moins respectés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient? Moins, mais parce qu'ils sont moins respectables. Vous alliez dire ça? Ouais, j'allais dire ça, mais je veux dire, ils ont moins de pouvoir. Ils sont moins dans l'incarnation. Ça tient beaucoup à l'époque. C'est pas forcément du fait qu'ils sont moins bons qu'avant, mais c'est vrai qu'ils sont plus souverains. Alors surtout le modèle 5e République, c'est un souverain. Donc la Constitution, elle était faite quand même pour Charles de Gaulle. Alors déjà, ensuite, celui qui lui succède, qui a été un très très bon Premier ministre, mais il lui succède, il est malade. Il apprend, comme Mitterrand d'ailleurs, quasiment avec son élection, quelques semaines après son élection. Donc cette stature, elle s'est étiolée petit à petit. Elle s'est étiolée à mesure que se développait l'Europe, que se développait la mondialisation, donc que les endroits de pouvoir, les lieux de pouvoir rétrécissaient et les manettes avaient moins d'ampleur qu'avant, moins de potentialité. On va revenir ensemble sur les faits marquants de l'actualité, sur les images et les mots qui ont dominé depuis dimanche dernier. C'est la semaine médiatique de Bruno Donnet où il est question de harcèlement. Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Des affaires. L'affaire SwissLeaks. Du harcèlement. Tous les jours. Et des affaires de harcèlement. C'est le procès de la dérision. C'était ça, le menu de l'actu cette semaine. Il se passe des choses sous le manteau. Et le document choc, c'est France 2 qui l'a diffusé mardi soir au cours de sa soirée consacrée au harcèlement à l'école. On lui mettait beaucoup de sel dans ses plats. Un difficile mais nécessaire documentaire dans lequel on a entendu, entre autres, le témoignage bouleversant des parents du jeune Mathéo, devenu souffre-douleur parce qu'il avait les cheveux roux. Ça le roux tue plus. Les roues, on les brûle dans l'enfer. Et qui a fini par en finir. Mathéo a fait un geste... fatal. Il s'est pendu.
Pendant ce temps-là, au cinéma, il était également beaucoup question de harcèlement. Vous êtes bien Denis Robert? Oui. Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition. Celui subi par le journaliste Denis Robert, l'homme qui a révélé... La tentaculaire affaire Clearstream est au cœur d'un film, L'Affaire, un long métrage qui a beaucoup intéressé les médias. Le film rend très bien, est un excellent témoignage de cette plongée incroyable. Il faut dire que ceux qu'on appelle désormais les lanceurs d'alerte ont largement dominé l'actualité cette semaine. L'employé de la banque UBS, par exemple, qui a permis de faire éclater l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac, je vous rappelle que les comptes, c'est chez UBS à Genève. A raconté sur Canal+, ce qu'elle avait enduré après ces révélations et devinez quel est le tout premier terme qu'elle a utilisé. Harcelé, mise au placard, discriminé. Eux, ils nous en ont révélé une gratinée d'affaires. La banque HSBC en Suisse organisait elle-même la fraude dans des proportions gigantesques. Les journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, étaient incontestablement les plus en vue cette semaine. Toutefois, pour échapper au harcèlement, ils ont eu une riche idée. Vous avez apporté vos fichiers à ce qu'on appelle l'ISIG, consortium de journalistes d'investigation. Ils se sont regroupés pour diluer les pressions, mais également pour partager l'information. Il y a eu une cinquantaine de médias qui ont été associés dans tous les pays. Résultat, leur enquête a donné lieu à un reportage diffusé dans la plus populaire des émissions américaines. 60 Minutes, working with a group called the International Consortium of Investigative Journalists. Et en France, eh bien, les télévisions ont éprouvé pas mal de difficultés à résumer le SwissLeaks. On nous a donc beaucoup parlé d'un certain monsieur X. La banque propose donc à Monsieur X de créer une société fictive. Coup de bol, grâce aux facétieux techniciens de TF1, ceux qui sont chargés d'indiquer le nom des protagonistes des reportages, eh bien, on l'a retrouvé, le fameux X. Donc je pourrais faire exactement la même action. Et pourtant, ce n'est pas TF1 qui était en grève cette semaine, mais bien Radio France et France Télévisions. Ce journal, vous l'avez compris, a été réalisé dans des conditions particulières en raison d'une grève. La grève pourvoyeuse de la meilleure vanne de la semaine, entendue dans l'émission Mots croisés. Merci à Gérard Spielberg à la réalisation. Eh oui, pour éviter d'être harcelés, les réalisateurs non grévistes travaillent sous des noms d'emprunt la semaine prochaine. Si la grève continue, ce sera donc Maurice Kubrick ou Jean-François Hitchcock. Bonne soirée sur France 2. Allez, devant autant de harcèlement cette semaine, on en aurait presque oublié de souligner ici celui dont ont été victimes les plus masochistes des journalistes. J'ai des goûts très particuliers. Ceux qui auraient légitimement pu déposer 50 nuances de grève. Plutôt que de se taper la couverture de la sortie du blockbuster de la semaine. Monsieur Gray va vous recevoir. Écoutez bien, ce à quoi ils ont été obligés de se soumettre. On nous fait signer des contrats en nous disant qu'on peut pas en parler jusqu'à demain matin 10h. Ça doit être un peu lassant. Et à côté de l'écran, de chaque côté, vous avez des vigiles dos à l'écran qui vous regardent pendant tout le film. Je vous regarde. Qui vérifient que vous prenez pas d'images, que vous prenez pas de photos du film. Résultat, ils ont débiné le film. C'est-à-dire qu'il met quand même 40 minutes à l'embrasser. Dans les grandes largeurs. 1 heure pour une petite fessée. Eh oui, car le harcèlement n'a jamais empêché le châtiment. Alors initiez-moi. Des téléspectateurs. C'est le châtiment des téléspectateurs ou des spectateurs. On l'a pas vu, donc on va pas juger. Cette émission n'étant pas réalisée par Didier Dardenne, mais par Didier Fraisse, toujours dans l'actu média. Julia, les sanctions du CSA, on en a parlé en titre sur le traitement par les télévisions des attentats de Paris. Oui, alors dans le jargon du CSA, une sanction, c'est une mise en demeure. Le CSA n'en avait jamais autant prononcé en une seule journée. 21 au total, pour un total de 36 manquements relevés. Alors le plus mauvais élève des télés, c'est la chaîne LCI, avec 3 mises en demeure et 2 mises en garde. Côté radio, c'est RMC qui a le bonnet d'âne. Alors certains médias ont déjà choisi de contester ces sanctions auprès du CSA. Et l'élément, le fait d'actu, le plus marquant pour le CSA. Le plus de dérapage, tous médias confondus, c'était pendant l'annonce de l'assaut à Dammartin, alors que Amédi Koulibaly était toujours retranché port de Vincennes. Alors le CSA a estimé que la divulgation de cette information aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les otages de l'hypercachère, dans la mesure où Amédi Koulibaly avait déclaré lier leur sort à celui des complices de Dammartin. C'est vrai, on s'en souvient. BFM TV a été l'une des chaînes les plus critiquée, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est plus sanctionnée que les autres? Non, pas vraiment. Elle écope de seulement 2 mises en demeure. Alors, on avait beaucoup critiqué le journaliste police-justice de BFM TV, Dominique Rizet. Il avait révélé en direct qu'une otage était cachée dans la chambre froide de l'hypercachère. Alors, on s'en souvient, Hervé Bérou, le directeur de la rédaction de BFM, s'était toujours défendu en expliquant qu'il avait eu l'accord du RAID pour divulguer cette information
parce que les otages étaient en sécurité. Une version des faits qui a été totalement remise en cause par le RAID cette semaine, qui précise que 2 heures avant l'assaut, on ne pouvait pas garantir la sécurité des otages. Ouais, c'était dans un article du Monde. Serge July, le direct intégral des chaînes d'infos, vous en parlez dans votre livre, vous dites, avec les télévisions d'information en continu, le journaliste s'improvise Robinet. Donc il y a eu TF1 et France 2 qui étaient en édition spéciale ce jour-là. Élise Lucet, tout le monde, oui, mais notamment des grandes chaînes. Est-ce que ça veut dire qu'Élise Lucet et Claire Chazal se sont transformés en Robinet, c'est-à-dire laissant couler l'info sans réfléchir? Il y a une autre citation qui n'est pas de moi, mais que je trouve intéressante. McLuhan, qui a été le grand prophète finalement du numérique, alors qu'il est mort avant que Internet prenne son ampleur. Disait sur les médias électroniques, il disait ça oblige à vérifier, ça oblige à un devoir de vérification énorme. Mais est-ce qu'on a le temps quand on est en direct permanent? C'est ça le problème. Alors ça oblige à avoir sur le plateau des spécialistes qui ont une très grande. Oui, mais il faut avoir des grands spécialistes. Alors moi j'ai assisté parce que il se trouve que j'ai participé à la radio aux après-midi sur Europe pendant toute cette semaine dramatique. Et parmi les spécialistes, il y en avait un que j'ai vu travailler. Et par exemple, il s'est passé cet épisode, je ne veux pas le citer pour... c'est pas une question de ce type, mais par exemple, il y a l'assaut à Damartin. Il y a l'assaut et on entend d'abord des tirs, puis... les grenades. Les grenades sont venues, et donc lui qui avait participé à des entraînements conjoints du RAID et du GIGN, dit c'est pas possible que ce soit l'assaut qui soit donné. C'est évidemment quelqu'un qui a tiré, c'est jamais dans les protocoles du RAID ou du GIGN, c'est jamais dans le protocole, les grenades sont d'abord. Alors donc ça veut dire que c'est lui. D'accord. Donc, voilà, alors, de l'importance des spécialistes. De l'importance. Donc moi je pense que, mais ça vaut pour une réflexion qui vaut pour l'ensemble. On est de plus en plus dans le direct, dans l'immédiateté. Et on l'est par tous les moyens. La vérification, les experts sont encore plus importants, mais pas les experts Alice, au sens 3 de minutes nos sur généraux, cette question, quoi, on enchaîne. Enchaînons juste sur effectivement les robots journalistes que vous citez dans votre livre. Vous dites plus on sous-traitera à des robots, plus il faudra investir dans le style. C'est quoi exactement le style, le bon style journalistique pour vous? C'est compliqué à définir. Résumer. Évidemment, je comprends votre question. Les robots, d'abord, ils interviennent sur les exemples qui sont donnés, qu'on connaît. Par exemple, Forbes fait tout un tas d'articles financiers qui sont comme ça. L'autre exemple qu'on connaît, c'est les matchs de baseball. Donc tout a été mis en banque de données, et y compris des configurations de phrases sont données par... Mais vous pensez qu'ils peuvent piquer le boulot des journalistes à terme? Non, ça de toute façon, ils vont piquer une partie du boulot des journalistes. Peut-être le boulot le moins intéressant. Moi, je pense que c'est le moins intéressant, mais ce que démontre l'histoire de la presse, c'est que plus il y a une partie qui est automatisée ou qui est plate, disons comme ça, parce que les robots feront quand même plutôt dans la platitude, même si on va mettre en mémoire on les met en mémoire des formules de style. Donc il y aura une forme de platitude, ça rehausse la nécessité d'avoir par ailleurs dans le média quelque chose qui soit vif argent, voilà. Alors, j'ai pas la définition du style, mais en tout cas qui est de l'écriture, qui ne soit pas simplement, et puis qui personnalise. Alors justement, question sur les artisans. Oui, sur les artisans, c'est la suite de votre démonstration. Vous pensez effectivement que pendant que les robots vont pédaler et pisser de la copie, comme on dit vulgairement dans notre métier, on peut dire ça comme ça, voilà. Les journalistes vont être des sortes d'artisans comme un produit de luxe, vraiment de la haute couture. En fait, en France, on en a à peu près 36 000 des cartes de presse. Est-ce que vous trouvez que dans ces 36 000, il n'y a pas assez justement de ces artisans qui vont être dans la finesse des phrases? Alors, faut que tout le monde sache que pour la première fois depuis la création de ce métier, en tout cas comme métier distinct de la littérature professionnelle, le nombre de journalistes diminue.
à peine en France. Alors, il diminue en France, mais il diminue aux États-Unis de Surtout la aux même États-Unis. manière. Mais en France, à peine. Il diminue plus, mais enfin, ça diminue. La courbe, on est quand même depuis... La courbe, elle est... vous pouvez la vérifier, elle est dans le livre de Julia Paget. Non, mais j'ai vu... Il publie la courbe. Julia Paget, oui. Oui, et cette courbe est frappante. Donc ça vous inquiète? Oui, c'est inquiétant. Enfin, c'est inquiétant. Les robots peuvent prendre la place d'un certain nombre de journalistes qui font vraiment kilomètres et sur lesquels il n'y a pas d'investissement. C'est pas forcément des journalistes humains qui doivent le faire. On l'a compris. Ah ben, je vous interromps parce qu'on a encore plein de thèmes à aborder et notamment... vous savez, il faut m'interrompre. C'est ce que je fais. Cet anniversaire, c'était le 11 février 2005, sous l'impulsion de Jacques Chirac. Le Parlement votait une loi de lutte contre les discriminations liées au handicap. 10 ans plus tard, les associations dénoncent un recul de la part du gouvernement sur cette question. Que leur répond la ministre de la Santé, Marisol Touraine? C'est le coup de com' de Medialmag avec Laetitia Krupa, Yann Moaligou, Yvan Le Borgne et Aïda Amara. Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes libre? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau? À quoi vous servez en fait? La scène se déroule mercredi matin à Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est la visite de l'Institut mutualiste Montsouris par Marisol Touraine, ministre de la Santé, et Ségolène Neuville, secrétaire d'État aux personnes handicapées, à l'occasion des 10 ans de la loi handicap. La loi de 2005, appelée aussi loi Chirac, visait à inclure les handicapés dans la société, notamment avec l'accessibilité, un des plus gros chantiers. Mercredi, les ministres avaient donc invité la presse dans la seule maternité de France qui dispose d'une consultation handicapée. Premier constat, il n'y a pas foule. Mais la chargée de mission de Ségolène Neuville nous vend du rêve. C'est des visites qui mobilisent ou pas? Parce que ça, c'est un peu mon sujet d'étude. Ouais. Qui intéresse les médias. Ah oui. J'ai l'impression que c'est pas... Si. Surtout avec la loi de 2005, ça intéresse les médias. Pourtant, à l'arrivée des ministres, Marisol Touraine, suivie de Ségolène Neuville, les journalistes sont toujours aussi rares et nous serons le seul média généraliste. Les plus nombreux, les photographes, vont eux d'entrée capturer l'image symbole, les ministres et la sage-femme en fauteuil, responsable de la consultation handicapée. Mais l'accueil va s'avérer moins évident que prévu. Le discours introductif de la sage-femme est même très cash. La loi du 11 février, je suis désolée, même si c'est le 10e anniversaire, elle est loin d'être parfaite. Elle est loin vraiment d'être bien faite. Après ce constat amer, la gêne est palpable. On va visiter ? Voilà, on va visiter. Nous, on attrape au vol la sage-femme. À vous entendre, on a l'impression qu'on est encore à l'âge de pierre. Tout à fait. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de formation, comme je l'ai bien dit tout à l'heure. Et c'est vrai que je pense que... La chargée de mission de Ségolène Neuville intervient. Ça ne dérange pas? Oui. Apparemment, elle ne tient pas vraiment à ce que notre interview se fasse. En attendant, je peux vous poser des questions? Il faudrait qu'on commence à descendre en fait. Oui, allez, on y va quand même. Donc, est-ce que vous avez des choses à lui demander, peut-être à leur demander à Ségolène Neuville Elle s'est bien exprimée. Deuxième intervention de la chargée de mission. Visiblement, elle veut éviter tout ce qui fâche et privilégie les cartes postales. Sauf que manque de peau, la première question du point presse va encore mettre mal à l'aise les ministres. Un journaliste demande où en est l'aide pour les parents handicapés. Alors cette aide à l'handiparentalité avait été prévue, annoncée en 2009. Elle n'est toujours pas mise en place. Et Marisol Touraine répond à côté. Moi, je veux saluer l'Institut Montsouris dans lequel nous sommes, saluer sa direction, parce que d'abord c'est un établissement de référence, un établissement prestigieux. La question portait donc sur les parents handicapés. Nous allons aborder un autre sujet qui fâche, l'accessibilité aux lieux publics et aux transports. Dans toute la France, au même moment, des associations manifestent contre le recul du gouvernement qui a adopté une ordonnance assouplissant la loi de 2005. Le gouvernement actuel multiplie les remises en cause des maigres acquis en matière d'accessibilité de ces 40 dernières années. Nous interpellons donc la ministre de la Santé.
La dernière ordonnance montre qu'il y a plus de délais, qu'il y a moins d'obligations, qu'il y a moins de sanctions financières. La communication, ça sert à masquer l'attentisme politique. Mais il n'y a pas de recul. La réalité, c'est que la loi de 2005 est une grande loi qui n'a pas bénéficié des moyens nécessaires. Nous souhaitons nous mobiliser à la fois pour saluer une grande loi, mais aussi pour mobiliser dans sa mise en œuvre. C'est aussi... 10 ans plus tard, on en est là. Il faut mobiliser. On relance une campagne de communication là pour le printemps pour mobiliser sur des obligations qui datent d'il y a 10 ans. Enfin, mais la réalité, je vais peut-être dire 2 mots, la réalité c'est que la loi prévoyait effectivement la mise en accessibilité pour 10 ans plus tard, comme vous dites. Mais pendant 10 ans, il n'y avait rien de prévu dans la loi pour qu'il y ait un suivi ou un accompagnement. Ok. Conclusion avec un journaliste spécialisé. Depuis 2003, nous avons connu 8 ministres successifs en charge de ce secteur. Et à chaque fois, avec des personnes qui ne connaissent rien à la matière. Dans les médias, la visite de Marisol Touraine et de Ségolène Neuville est restée lettre morte. C'est la déception des manifestants qui prime. La loi sur le handicap, elle a été votée il y a tout juste 10 ans et le bilan est loin d'être satisfaisant. Moralité, en communication politique, si la faute avait été avouée, elle aurait été à moitié pardonnée. Serge Julie, on a perdu la bataille de la com. Il y a 4,6 communicants pour un journaliste aux États-Unis. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce chiffre, je ne le connaissais pas. Je savais que c'était plus important que la profession journalistique. C'est ça qui s'est passé dans les 40 dernières années, dans les pays, disons, très développés. Tout le monde fait de la communication. Il n'y a pas que les politiques. Il y a du storytelling sur absolument tout. Sur même le boucher du coin se met à faire du storytelling. Donc il y en a partout. Donc, oui, mais il faut bien voir la conséquence que ça a dans une société qui vit déjà une révolution considérable sur tous les plans. Le soupçon est sur l'information. Parce qu'on ne sait plus ce qu'est de l'information ou ce qu'est de la com. Et c'est pour ça que nous, on essaye de faire le tri régulièrement dans cette émission. Une autre ministre qui fait parler d'elle cette semaine, Ségolène Royal, qui s'en prend à nos courriels. Alors pourquoi? C'est parce que vous savez qu'en novembre à Paris aura lieu la COP 21, cette grande conférence des Nations Unies sur le climat. Et donc elle a décidé dans son plan d'action pour une administration zéro gaspillage de s'attaquer directement à son ministère. Et elle conseille à ses services de restreindre le nombre et le poids de pièces jointes des courriels parce qu'elle dit plus c'est lourd et plus ça émet du CO2. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai? Quand on envoie un mail, oui, c'est vrai. C'est pas la priorité du moment. Le maximum de création de CO2, c'est quand même les bovins. Oui, les vaches. Oui. Ça, on peut pas faire grand-chose. Hein. C'est ma chute. En tout cas, c'est vrai, c'est un rapport de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique en 2011, qui le disait, un email d'1 mégaoctet envoyé à une personne égale 19 grammes d'émissions de CO2. Et plus encore quand vous avez des pièces jointes de plus en plus lourdes ou quand vous mettez en copie plusieurs destinataires. Je suis très bête, je comprends pas. En fait, c'est parce que les emails passent, par exemple, si je veux vous envoyer un email, Thomas, ça va passer par un serveur extérieur qui, lui, consomme de l'énergie pour vous le redistribuer. Bon, ok, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète. Un petit peu, mais c'est vrai que par rapport à ce que vous pouvez consommer dans une voiture, ça fait pas vraiment le poids, même si j'aime bien l'idée de l'écologie numérique. Juste pour que vous vous rendiez compte, 1 kilomètre en voiture, selon le modèle de votre voiture, ça fait à peu près 120 grammes de CO2 émis. Si on compare effectivement avec l'email dont je vous parlais tout à l'heure, 19 grammes, ça fait 6 fois plus. Donc commencez par votre voiture. Je vais continuer d'envoyer les emails. Et heureusement, il y avait autre chose dans les préconisations de Ségolène Royal. Il n'y avait pas que ça. Dans l'actu, Julien, il y a aussi quelques thèmes que l'on pourrait rajouter là dans le dictionnaire amoureux du journalisme de Serge Julie. Une lettre pour commencer. Oui, on commence à la lettre D comme DSK, déballage aussi on pourrait dire. On en a beaucoup parlé cette semaine. Des habillages du procès DSK avec force de détail dans tous les journaux. Est-ce qu'il fallait tout raconter, tout expliquer, Serge Julie? Jusqu'où on va dans le détail, quoi. Oui, c'était étrange d'ailleurs, parce que j'ai pas le souvenir que dans une autre affaire, on ait détaillé la sexualité, quoi. Je crois que ce qui manquait, c'était la forme de son sexe, mais ça mis à part. Vous avez lu ces papiers ou ça vous a un petit peu gêné? Je les ai pas tous lus. Y compris puisqu'il y avait beaucoup de détails dans Libération, par exemple, qui donnait beaucoup de détails. J'ai trouvé ça, au bout d'un certain temps, j'ai arrêté de les lire. Voilà, ça m'intéressait pas. Il y a des pornos pour ça, il y a des, etc. Mais
Alors, on comprend bien la difficulté du point de vue judiciaire, puisqu'il s'agit de faire le partage entre la responsabilité, si c'était des prostituées ou pas des prostituées. Donc voilà. Et s'il le savait ou pas. Autre lettre. Une autre lettre, Serge Julie, la lettre C, du nom d'un journal, Closer, en 2014. Et ce journal a rythmé l'actualité politique. Le magazine n'a pas sa place dans votre dictionnaire. Pourquoi ne mérite-t-il pas vos honneurs? J'ai fait beaucoup la vie privée. Ouais. J'ai fait beaucoup la vie privée. Je parle beaucoup de ça. C'est parce qu'on est en train de vivre malheureusement la prédiction des fondateurs de Google. Il n'y aura plus de vie privée. Donc on est en train de le vivre. Alors j'ai fait une longue histoire sur cette histoire de la vie privée parce que Mitterrand a joué un rôle. Il a caché sa fille. Tout le monde était d'accord. Pour tous les journalistes, c'était un principe qu'il fallait respecter. Moi j'étais au courant, je le dis d'ailleurs. Et comme celui qui le révèle, Philippe Alexandre, le sait depuis des années. Pourquoi? Parce que mais pourquoi vous ne l'avez pas révélé vous? Mais parce que moi je respectais ce principe. Oui, les hommes politiques ont le droit d'avoir une vie privée. Mais si c'était à refaire, vous referiez de la même façon aujourd'hui? Alors, c'est compliqué parce que ça a coûté cher au budget de l'État. Ben voilà, c'était peut-être la raison d'en parler. Cet aspect des choses faisait que, oui, on était obligé d'en parler. Mais le principe l'emportait. Séparation de la vie privée et de la vie publique. Allez, une autre lettre. Le problème se poserait... Une dernière lettre, la lettre P comme Planète Libé. Alors c'est le projet de la nouvelle direction de Libération avec un café, le développement de la marque Libé. Est-ce que Laurent Geoffrin n'est-il pas en train de tuer l'identité du journal? Comment vous percevez ça? Alors c'est le seul domaine sur lequel je vais me taire. Pour une raison très simple, très simple que j'ai adoptée. Je suis très content d'avoir été... le fondateur de Libération, de l'avoir dirigé pendant 3 ans. Je suis très content qu'il existe. Mais pourquoi tous ne les plus jours, revenir écoutez-moi, parce que je ne fais aucun commentaire qui puisse gêner l'avenir de Libération. Non, il n'y a pas prescription pour moi. Je n'ai aucune envie. Parce que ce serait trahir ce que vous avez fait avant, d'une certaine façon? Non, ça serait créer de l'embarras. Parce que je serais le personnage qui serait en dehors et qui... pourrait être soupçonné. Je ne veux pas entrer du tout là-dedans, donc je ne fais aucun commentaire. Vous pouvez remarquer que depuis 8 ans, je n'en ai fait absolument aucun. Bon, on a essayé, mais bon, ce sera donc M comme mutisme, mais ça continue sur cette question. Lundi, Le Monde publiait le résultat d'une enquête internationale sur les bénéficiaires du système d'évasion fiscale de HSBC. Nous étions avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme juste avant la publication de leur article, les dessous d'un scoop qui a mobilisé plus de 150 journalistes dans 47 pays, avec Sigor Ibanez et Brice Goronec. Le journal Le Monde révèle aujourd'hui un gigantesque système d'évasion fiscale à l'échelle mondiale. La banque HSBC en Suisse organisait elle-même la fraude. 180 milliards d'euros, c'est la somme dissimulée au fisc. C'est un scandale international révélé par 2 Frenchies, Fabrice Lhomme et Gérard Davet. On raconte plein de trucs. Qui sont ces chasseurs de scoop? Comment ont-ils sorti leur coup? Et pourquoi les médias leur ont déroulé le tapis rouge cette semaine? On vous raconte l'histoire secrète du SwissLeaks. Tout débute dimanche dernier au 5e étage du journal Le Monde. On relit d'abord la copie, puis ensuite ça sera fait, puis après on passe à autre chose. Il est 17h, Gérard Davet et Fabrice Lhomme s'apprêtent à dévoiler une gigantesque liste de fraudeurs fiscaux. C'est absurde comme formulation. Ouais. Sous leurs yeux, un article pose problème. Certains fraudeurs sont révélés par leurs initiales, quand d'autres le sont par leur nom et leur prénom. La décision est prise de les nommer entièrement. Et David Lévy, marchand d'art, et t'as Bill Pay, galériste. Ouais. Il fait un procès, on est mort, quoi. Ah, puis même, c'est pas logique, quoi. C'est pas logique. Et en plus, ces identités proviennent toutes d'un minuscule trésor, resté jusqu'ici secret. Voilà, petite chose. Ça ne pèse pas lourd, mais il y a 180 milliards d'euros là-dedans. C'est une clé USB remise par une source en février 2014, alors que les 2 journalistes enquêtent déjà depuis 4 ans. À l'intérieur, 106 000 comptes bancaires à la HSBC ouverts entre 2006 et 2007. Une mine d'or. Là, on a tous les détenteurs de comptes avec leur nom, leur profession, leur prénom, leur date de naissance. Au total, il aura fallu 12 mois de vérification et pas mal de nuits blanches avant de révéler les noms. Avec Fabrice, on a bourlingué dans tout le monde pour essayer de rencontrer des sources. Et par ailleurs, il nous fallait, outre les noms, il fallait démonter le système. Et pour démonter le système, il fallait avoir accès, par exemple, à l'enquête judiciaire menée en France. Un travail titanesque qui s'achève ce soir-là dans la rédaction du Monde.fr. Salut, ça va? Il est 22h, L'Homme et Davet dévoilent l'opération SwissLeaks au grand public.
3, 2, 1. Ça y est, c'est parti. C'est publié chez moi. Voilà. Un scoop mis en ligne sur lemonde.fr, mais aussi sur 60 autres médias étrangers. Pour cette enquête exceptionnelle, les journalistes français sont aidés par un réseau mondial d'investigateurs. C'est vrai qu'au bout d'un moment, cette enquête, elle est devenue abstraite. J'ai l'impression qu'elle sortirait jamais, parce que c'était trop long. Voilà. Donc là, c'est fait. On va pouvoir passer à autre chose, mais on va essayer de savourer aussi quelques jours les effets de ce scoop, s'il y en a. Enfin, j'espère qu'il y en aura. Allez, à cette opération amusante. Bravo les gars. Bravo à toi aussi, hein. 5 ans d'enquête pour l'un de leurs plus beaux scoops. L'homme et Davé, 2 journalistes qui n'en sont pas à leur premier coup. Leur histoire débute au Parisien, à la fin des années 80. Les futurs enquêteurs font alors leur gamme aux éditions locales du quotidien. Michel Dalloni a été leur premier chef de service. Voilà, Fabrice Lhomme est ici, car il faut dire la vérité. Fabrice Lhomme a porté des lunettes. Alors c'est un tournoi de volley-ball, et on a gagné ce tournoi. C'est autour des filets que les jeunes journalistes se lient d'amitié. Ils partagent alors les mêmes passions, le sport et l'investigation. Ils aiment faire la différence face à la concurrence. Voilà. Ils détestent perdre. Et pour un investigateur, perdre, c'est de ne pas avoir la bonne info au bon moment, de ne pas sortir la belle affaire au moment où il faut la sortir. Ce qui les anime, c'est ça, c'est d'être devant. Et des trophées, ils vont vite en décrocher. Au Monde, ce sont eux qui révèlent ensemble l'arbitrage du Crédit Lyonnais, les écoutes de Nicolas Sarkozy et le scandale Jouillet-Fillon. Des affaires dont la justice était souvent déjà saisie et qu'ils ont dévoilées au grand public. Une méthode que dénonce Pierre Péan, une des figures historiques du journalisme d'enquête. Ce qui me gêne dans ce journalisme-là, c'est de se mettre derrière une affaire qui est lancée par d'autres. Moi, si je fais une enquête, c'est justement d'avoir l'initiative de mener une enquête et donc de ne pas être dépendant de la justice et de la police. Retour au Monde dimanche soir, juste après la sortie du scoop. Allô ? Au bout du fil, une journaliste d'Europe 1. Elle veut une réaction en direct. Ah, c'est compliqué, quoi. Non, mais on est débordé. On va vraiment communiquer demain, parce que si on commence ce soir, on ne peut pas travailler. C'est aussi bête que ça, en fait. Le duo refuse à cet instant les micros. Les 2 journalistes ont accordé l'exclu de leur premier témoignage radio à France Inter le lendemain. Si je fais une radio en 30 secondes, là, on va m'interroger sur un nom, il y a Gad Elmaleh, etc. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut expliquer la démarche. C'est une vraie enquête, c'est pas un petit scoop à la noix, j'allais dire. L'homme et Davé, les VRP du scoop. Résultat, le lendemain, ils saturent l'espace médiatique. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, le scandale SwissLeaks. Inter, Europe 1, BFM, iTélé, ils se payent même le luxe d'apparaître au même instant à C'est à vous et au Grand Journal. On a évidemment essayé de poser la question à Gad Elmaleh, au moins à 3 reprises, on n'a jamais eu de réponse. On a fait tout ce qu'on pouvait à chaque fois pour les contacter. Donc Gad Elmaleh, on l'a essayé à 2 reprises, porte close. En fait, pendant plusieurs années, c'est Mediapart qui a occupé le terrain. Plenel, Arfi ont écumé les plateaux de télé, sorti les scoops, Bettencourt, etc. Et c'est vrai que le monde était un peu à la ramasse, en tout cas à la traîne derrière sa révélation. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être assez contents de prendre leur revanche et de sortir à nouveau maintenant leur scoop. Et ce n'est pas le dernier de la semaine. Mercredi, le duo sort de nouvelles révélations, cette fois sur la guerre Fillon-Sarkozy. Fabrice Lhomme et Gérard Davet gardent toujours un scoop d'avance sur la concurrence. SwissLeaks, un scoop qui, c'est dur à dire, SwissLeaks, scoop qui dérange. Je me suis compliqué la vie avec ce début de séquence, mais c'est pas grave, c'est fait. C'est notre débat avec Fabrice Lhomme, l'un des auteurs de cette enquête. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Gaspard Koenig, bonjour, bienvenue, ancienne plume de Christine Lagarde au ministère de l'économie et président d'un club de réflexion libérale. Fabrice Lhomme, depuis la publication de cet article, il y a pas mal de critiques qui se sont exprimées. La plus marquante, c'est forcément celle d'un des actionnaires du Monde, Pierre Berger. Il témoignait sur RTL, il parle de noms jetés en pâture, de délation et de populisme. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, tiens ? Non, pas du tout. J'ai rencontré une fois par hasard dans un ascenseur au Monde Pierre Berger. On a discuté, je pense, 30 secondes. C'était d'ailleurs très, très courtois. Il me parlait de l'avenir de Nicolas Sarkozy, l'avenir politique. On a échangé à bâton rompu. Ouais. C'est mon seul contact avec Pierre Berger. Il n'y a pas de... Enfin, il y a une séparation totale au Monde entre les actionnaires et la rédaction.
On va dire que c'est même pas des barbelés, c'est au-dessus de ça. C'est-à-dire que c'est une critique, c'est pas une pression, d'une certaine façon. Absolument, c'est l'expression d'un homme dont on connaît les convictions par ailleurs qui sont respectables. Globalement, il n'aime pas tellement l'investigation et il a spécialement pas aimé cette enquête-là. Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois qu'il s'exprime. Il a une liberté de parole qui fait que parfois il dit, voilà, qui dit des choses qui dépassent peut-être sa pensée ou en tous les cas qui dépassent du point de vue de la rédaction parfois les limites du raisonnable. Mais pour moi, et je pense que c'est ce que ressent toute la rédaction, le plus important, c'est qu'il n'y ait aucune immixtion. Et à la limite, moi je vois ça comme de l'intimidation, non, quand même. Non, je pense pas. Enfin, je le vis pas comme ça. Je pense qu'il dit ça parce qu'il le pense. Il a le droit de le penser et de le dire. Simplement, ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a une immersion dans la rédaction? Jamais, à aucun moment. D'accord. Donc après, à la limite, le paradoxe. Je voudrais qu'on prenne les termes ouais. de sa critique. Délation et populisme. Gaspard Koenig, est-ce que vous partagez ces critiques ou pas? Moi, j'irai pas aussi loin, mais et puis évidemment, c'est un peu compliqué que ce soit Pierre Berger qui fasse ces critiques, parce qu'il est le moins bien placé pour les faire. Néanmoins, il peut avoir un avis à titre personnel. Mais moi, ce qui me dérange un peu dans ce scoop, c'est finalement qu'il me paraît pas si important et qui mérite sans doute pas 13 pages dans Le Monde, parce que la presse, c'est le 4e pouvoir. Mais il y a quand même 3 pouvoirs avant, dont un qui est très important, qui est le pouvoir judiciaire. Et en l'occurrence, c'est une chose de révéler une affaire, et comme le disait d'ailleurs Péan, d'être le premier à avoir mis la main dessus, de la révéler au grand public, et comme ça a été fait pour Cahuzac, par exemple, via Mediapart, ensuite de provoquer la justice, de lancer une investigation, c'est une autre chose, de demander par exemple de corriger une affaire, parce que la justice s'y prend mal, ou tait certaines choses. En l'occurrence, ces listes sont, si je ne me trompe pas, aux mains de la justice. Et d'ailleurs, vous dites vous-même... Toute petite partie. Non, je pense que vous-même que sur les 3000 noms... Vous n'avez pas bien lu, vous n'avez pas lu tout Le Monde en entier. Vous avez dû lire la première page. Non, pas du tout. Parce que vous dites sur la page 5 que sur les 3000 noms français... Sur la France, vous parlez. Oui. Voilà, non, mais je parle que de la France. Ah bah oui, mais... Ah bah non, mais... Les 12 pages, il n'y a qu'une petite partie sur la France. Là, en l'occurrence, il y a à peu près toute la France. 56 000 en tout cas, ce que je veux dire, c'est que sur la France, le fisc a engagé... Et par exemple, il y a effectivement une affaire au Royaume-Uni, parce qu'au Royaume-Uni, la justice n'est pas saisie de ce dossier parce qu'il y a un accord... Sur la France, il n'y a rien de nouveau dans l'enquête du Monde. Sur la France, la justice enquête. Il y a 2300 contrôles qui ont été engagés sur les 3000 noms. Alors, révéler au public que HSBC... a fait des procédures illégales, favorisé la fraude fiscale, etc. Très bien. Mais donner ces noms, pour reprendre l'expression de Pierre Berger, que je trouve relativement juste pour le coup, en pâture au public, quand c'est des politiques, à la limite d'accord, parce que ça c'est de l'intérêt général. Mais quand c'est des personnes privées, quand c'est Gad Elmaleh, et ce qui me gêne le plus, c'est qu'on voit bien que d'ailleurs que Le Monde est un peu embarrassé, je vous interromps parce que le temps file. Quand ces noms sont d'intérêt public. D'accord, alors justement, on va débattre de cette question. D'abord, on écoute, vous pourrez répondre, Gaspard Koenig, d'abord on écoute un avocat, Patrick Plugman, qui lui parle de sensationnalisme diffamant. Il reprend une partie des thèmes et il s'attarde sur le cas Gad Elmaleh. On l'écoute. Gad Elmaleh avait un compte. Si j'en juge par les informations publiées par le journal Le Monde, ce compte était modique, c'est-à-dire 20 fois moins que le compte moyen des détenteurs d'avoir chez HSBC. Et il a été régularisé bien avant le lancement de ces procédures. Bon, ce qui vaut à Gad Elmaleh d'être cité comme un produit d'appel dans Le Monde et avant le Monde dans des alertes publiées sur le site web, ce n'est pas la fraude fiscale qu'il aurait pu ou ne pas commettre, c'est qu'il est connu et que Gad Elmaleh, ça fait des clics. Et cette publicité autour d'un nom, de quelques noms, les sportifs, etc., montre bien qu'on est dans une démarche de marketing éditorial d'une ampleur inédite en France pour finalement ne rien révéler de ce qu'on sait déjà. Voilà, les deux critiques se complètent, c'est pour ça que je voulais qu'on entende. Alors, je ne sais pas si je dois répondre sur le fond, parce que le détail, il y a tellement de bêtises qui ont été dites successivement que je pourrais les reprendre une par une, mais je pense qu'il vaut mieux reprendre sur le fond. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut traiter d'affaires, qui soient des affaires judiciaires, des affaires fiscales, avec des gens qui sont impliqués dans des procédures sans citer de nom. Je voudrais qu'on m'explique comment on fait dans ce cas-là pour traiter le procès du Carlton sans parler de Dominique Strauss-Kahn. C'est un exemple. Dominique Strauss-Kahn, il y a de fortes chances, de très fortes chances, pour qu'il soit blanchi, qu'il soit relaxé à l'issue du procès. Pendant des semaines, on aura étalé sa vie privée au grand jour. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. On aura étalé sa vie privée. Dans ce cas-là, est-ce que le critère, c'est de dire il ne fallait surtout pas donner son nom parce qu'on jette en pâture. On a jeté en pâture Dominique Strauss-Kahn à l'opinion publique. L'affaire Bettencourt, moi-même, dans ce cas-là, j'ai jeté en pâture le nom de Nicolas Sarkozy. J'ai dit qu'il avait été mis en cause. Donc le critère, c'est l'intérêt public, c'est ça? Ensuite, il a été blanchi. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas policier. Moi, le critère, oui, c'est l'intérêt public. Est-ce que c'est une information ou non? Quand Gérard Depardieu s'exile en Belgique ou part en Russie, son nom a été jeté en pâture.
Et est-ce qu'il a commis un délit? Même pas. Il a le droit de s'exiler fiscalement. Est-ce que c'est une information qui intéresse les gens? Je pense que oui. Et là, c'est la même chose. Si on avait voulu faire ce qu'on appelle du name dropping, mais vous vous rendez pas compte, on a toujours une liste de 106 000 noms. Il y a combien de noms là? Il y a combien de noms? Il y en a quelques dizaines. Non, mais vous dites effectivement que vous avez... On a sélectionné, on a choisi. Que vous avez épluché 100 000 noms. Exactement. Oui. Moi, d'abord, l'idée qu'il y ait des journalistes dans une salle de rédaction qui s'amusent à éplucher 100 000 noms, ils s'amusent sans doute pas dans une salle de rédaction. On a travaillé à 200 journalistes dans 56 rédactions. J'ai bien entendu. Dans le monde entier. Enfin, qu'il y ait 100 000 noms qui soient décortiqués par la presse pour savoir combien à qui, dans quel compte, alors que par ailleurs la justice enquête sur la plupart de ces comptes, me semble donc il faudrait en rien France, dire quand la justice commence à travailler, les journalistes ne doivent rien écrire? Mais regardez, par exemple, on dit la famille Ricci, Nestor et le tribunal. Cette héritière Ricci, elle a un procès qui, lui, est parfaitement public. Non, et donc on n'en parle pas parce que le procès n'a pas eu lieu, le procès n'a pas commencé, il n'y a rien de public. Vous parlez... Oui, enfin, il va commencer, s'ouvre à Paris le 16 février. Mais il n'a pas commencé. Oui, c'est une question de jour. Vous parlez de DSK. Pour moi, c'est un peu la même logique. De même que le procès de DSK aurait dû être tenu à huis clos, parce qu'on a fait du sensationnalisme total sur sa vie sexuelle, la sodomie, combien de fois, quand, etc. De même, on a fait un débat sur ce thème ici. Même. Oui, pas sur la sodomie, mais sur la question jusqu'où, pardon, c'est drôle de rire un peu, ça fait du bien. Donc sur jusqu'où on va dans le détail. En faisant le procès à huis clos, on aurait connu son implication dans l'affaire. Ça revient au même, on aurait jeté son nom en pâture. DSK et quand vous citez Sarkozy, Sarkozy est un personnage quand même public. Et donc un personnage. Gad Elmaleh n'est pas un personnage public. Non, mais il n'intéresse pas le public. Un personnage qui a un rôle dans la vie publique et qui est financé par Gad Elmaleh. Serge Julie va engager le rôle d'arbitre. Sur ces 100 000 noms que vous avez. Je vous interromps tous les deux. Serge Julie. Ensuite en choisir de manière assez vous aurez de nouveau la parole. Pardon, je suis obligé de vous interrompre. Merci, on a bien compris. C'est le journalisme qui vous dérange. Le journalisme, c'est choisir l'information et la hiérarchiser. Excusez-moi, mais en l'occurrence, c'est pas vous qui avez déterré ce scoop. La justice était dessus. On vous a donné une clé, mais vous l'avez expliqué vous-même. Allez, Serge Julie, on vous a donné une clé. Excusez-moi. Jeté en pâture. Non, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est il me semble que dans les sociétés dans lesquelles on est, la question de l'évasion fiscale est quand même la question centrale. C'est une question vitale. Voilà, donc simplement, je voudrais dire ce premier point. Le deuxième point, il y a eu un lanceur d'alerte, enfin une sorte de lanceur d'alerte, qui a été celui qui a révélé aux autorités françaises, en tout cas, une partie importante de cette liste, sinon la totalité de la liste. En fait, non, mais pour être précis, l'intégralité des données a été communiquée à la justice et au fisc français, qui ne sont compétents que pour le volet français. Que pour le volet français, bien sûr. Toutes les informations qui sont dans le monde et qui concernent les pays étrangers n'ont jamais été traitées. Et je précise juste que suite à nos publications, des enquêtes sont ouvertes dans différents pays dans le monde, ou réouvertes ou relancées. Et en France, il va sans doute y avoir aussi, suite à notre article... Serge Julie, terminez la démonstration. Simplement terminer. Donc je trouve que ce sujet, en tout cas, est majeur. La question, parfois, il n'y a pas besoin de passer par des détours judiciaires. Google, ça me choque autant que Google ne paye pas d'impôts en France, c'est le cas aux États-Unis ou ailleurs. Donc, de toute façon, Serge Julie, le mail, il est où? Le mail, il est sur l'identité du lanceur d'alerte? Oui, non. Le lanceur d'alerte, on le connaît, puisque c'est lui qui s'est déclaré. Oui. Personne ne l'a forcé à se déclarer. Que les circonstances soient un peu plus compliquées ne change rien à l'affaire. Il a remis à un moment donné ce listing. D'ailleurs, qu'il n'y ait pas d'immunité pour les lanceurs d'alerte est aussi une autre question. Déjà, c'est une autre question. Donc, qu'est-ce qui vous gêne? Parce que je sens qu'il y a un mec qui va arriver. Il va venir, mais je trouve que c'est très important de consacrer, y compris 12 pages, sur cette question-là. Ce que je trouve aussi très positif, et je veux le dire à cet instant, c'est évidemment le consortium que vous avez fait, qui annonce le journalisme de demain. Ça va se multiplier. Alors on l'a vu net au moment d'autres lancements d'alerte. Je trouve ça majeur, le fait qu'il y ait une sorte de collaboration planétaire. Il faut conclure la démonstration, parce que j'ai plus de temps après. Moi, j'ai été de ceux qui étaient choqués par Gad Elmaleh. Parce que dans ces listings, on dit il y a des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des machins, etc. On en voit beaucoup d'ailleurs des trafiquants de drogue ou d'armes. Là, on voit seulement. Ok, alors réponse sur Gad Elmaleh. Pardon, je vous interromps. Gad Elmaleh. Réponse sur Gad Elmaleh. Voilà. Est-ce que c'est pas du marketing finalement, pour sortir ce nom-là, parce que ça va faire du clic, comme disait l'avocat tout à l'heure. Il y a un an, en janvier 2014, on a publié une double page en donnant les principaux noms qui étaient sur la liste française. Ce qui est curieux, c'est que personne n'en a parlé. Et on les a même pas remis là, parce que justement, on ne veut pas faire de name dropping, on ne veut pas insister sur les noms. En revanche, ce qu'on a fait à la fois en janvier 2014 et dans cette série d'articles,
peut-être qu'on l'a peut-être pas fait assez, hein, c'est possible, on a insisté sur la diversité des profils et sur le fait qu'on avait dans cette banque, et c'est ça qui nous paraît passionnant, à la fois l'argent d'Al-Qaïda, l'argent de narcotrafiquants, l'argent d'une star de football, l'argent de familles juives qui ont fui les nazis et qui avaient peur pour leurs avoirs, et on ne met pas tout le monde sur le même plan. Il y a suffisamment d'articles qui le démontrent. C'est très important. Donc je comprends l'idée qu'on peut avoir de loin en disant mais on met tout le monde sur le même plan. Non. Dernier point, je précise pour Elmaleh, que Pierre Péan ou un autre intervenant qui signalait qu'il avait c'était l'avocat Klugman, je crois, qui disait qu'il avait un avoir fort modeste au moment où effectivement on a les comptes. Hein. Il faut savoir que pour avoir un compte à la HSBC, il fallait avoir $1 million au minimum pour entrer. Je dis juste ça pour dire qu'on peut considérer que c'est Gad Elmaleh pour tout le monde. Pour tout le monde, je veux dire par là que quand on voit des sommes modiques, c'est à un moment T. C'est que pour entrer à la HSBC, il fallait avoir $1 million. Alors, j'ai une question. Non, Serge, je peux vous laisser poser. À la télévision, il y a des émissions qui pratiquent l'investigation sur, pardon, mais ça file, sur Arte, sur Canal+, ou sur France 2, reportage de plus en plus incarné comme dans Cache Investigation avec Élise Lucet. C'est Denis Bertrand qui analyse ces images. Est-ce qu'on a besoin de l'incarnation? Pourquoi? Voici Denis décode. On a tout tenté pour les joindre. On a envoyé des mails, passé des coups de fil. Impossible d'obtenir une interview. Moment clé de l'émission Cache Investigation, quand toutes les pistes ont échoué, Élise Lucet est envoyée sur le terrain. Je voulais vous parler de choses très importantes et assez graves qu'on a découvertes en tournant dans une usine en Chine, qui est l'usine LCE à Nanchang. Et on y a découvert des dizaines d'enfants qui fabriquaient les écrans de vos téléphones portables. Donc on voulait vous poser la question d'abord, est-ce que vous êtes au courant? Autant que le contenu scandaleux du travail des enfants, ce sont les péripéties de l'enquête qui font le cœur de la séquence. L'interview montre ici, point par point, l'échec du dialogue, avec la dénégation du PDG, je ne peux rien vous dire. Puis la lutte, bout de parole, entre mise en question de la journaliste, Élise Lucet, revendication de sa légitimité, j'ai une carte de presse, contestation de la validité du document. Je montre cette jeune femme, elle a 13 ans, enfin c'est pas même pas une jeune femme. Non, pas du tout, on l'a tournée, on a réussi à rentrer et à tourner dans cette usine. L'interview refusée tourne presque à la rixe. Rien, madame. Non mais, madame, excusez-moi, ce sont des... Regardez, il y a des enfants. Tous... Attendez, mais vous n'avez pas le droit de me retenir. C'est le chaos d'un échange qui n'a pas lieu. Aucun résultat informatif. Mais l'obstination dramatise et a valeur de preuve. Je vous montre simplement, il travaille sur la fabrication de ce téléphone qui est votre téléphone. Ça ne vous choque pas plus que ça? Je vous le montre. La fuite du PDG clôt la séquence. Ce sont des sujets suffisamment graves pour qu'on en parle dans une interview en bonne et due forme. S'il vous plaît. Élise Lucet se retrouve vaincue, son dossier défait. Elle exhibe la photo, mais elle jette un regard rapide vers la caméra. Ça tourne. L'échec est dans la boîte. La journaliste en sort vainqueur. Le scandale s'est transféré de l'usine chinoise à la scène parisienne. En résumé, l'interview refusée du directeur d'Huawei France révèle la puissance de l'échec. L'obstacle dressé grandit le journaliste et il fait du PDG un traître. L'échec exhibé, outre le spectacle, valorise l'enquête journalistique. Je peux vous dire que le débat continuait pendant Denis décode. Gaspard Koenig, vous vouliez intervenir sur la notion de fraude fiscale? Oui, non, parce que Serge July disait c'est le grand problème des temps modernes. Ouais, je dis justement, comme vous le disiez justement, il y avait aussi des avoirs des familles juives dans ces comptes. Et d'ailleurs, le secret bancaire suisse vient de cette période-là. Donc, dans la fraude fiscale, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des gens qui fraudent fiscalement, peut-être pour de bonnes raisons. Et par ailleurs, il n'y a pas que les gros qui fraudent. Attends, parce que vous dites fraudent, dans votre article, oui, alors bien sûr, on ne trouve pas beaucoup de techniciens de surface, etc. Bah oui, bien sûr, parce que ce sont des sommes gigantesques. Mais à son niveau, chacun fraude. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un tiers des Français qui avouent à l'IFOP travailler au noir. Travail au noir, c'est de la fraude fiscale. Je veux dire, on dénonce toujours les montants. Est-ce qu'on doit s'en satisfaire? Non, mais on dénonce toujours. Oui, mais attendez, c'est le symptôme de quelque chose. Ouais. Parce que là, on traite seulement, en fait, sur 13 pages, le symptôme. La cause de cette fraude fiscale, qui est aujourd'hui massive, et qu'en fait tout le monde pratique, parce qu'on dénonce, mais au café du coin, chacun dit ouais, ma femme de ménage, etc. J'ai donné un peu au black, ma tondeuse. Tout le monde le fait en fait, à son niveau. Qui vole un œuf, vole un bœuf, hein, c'est ça. Oui, non, mais c'est une question de perspective. C'est le petit bout, le grand bout de la lorgnette.
Pourquoi il y a tant de fraude fiscale en France? Moi, j'aimerais bien avoir 13 pages dans Le Monde, même pas sur le niveau de la fiscalité en France, qui est le plus élevé des pays de l'OCDE, mais surtout sur la complexité. Allez, dernier mot, Fabrice Lhomme, réponse là-dessus, c'est ça qui génère la fraude. Les gens ne s'amusent pas à faire des... Je ne suis pas en désaccord, pour une fois, avec ce qui vient d'être dit, au contraire. Et moi, ce que j'espère, et je crois que ça peut être le cas, c'est justement, à travers des articles comme cela, ou des opérations, on va dire comme l'opération SwissLeaks, qui sont très spectaculaires, ça déclenche des choses. Ça déclenche, on l'a vu, des procédures, notamment à l'étranger, mais même en France, je pense que ça va faire bouger des choses, parce que, on n'a pas eu le temps de le dire, mais il y a encore des choses à trouver, et il y a des choses dans notre article, je vous le dis, que la justice et le fisc français ignoraient. Donc, oui, parce qu'on vous accuse, on vous critique. L'une des critiques, par exemple, celle de Mireille Zaki, qui est rédactrice en chef du mensuel économique suisse Bilan. Elle dit « Journalisme d'investigation commandé », je la cite rapidement, « Le gouvernement français se fait généreux au point d'offrir en pâture à la presse mondiale les informations qu'il a préalablement nettoyées et rendues lisibles pour le confort des journalistes. » Sous-entendu, vous servez un objectif qui est celui du gouvernement français. Je vois pas l'objectif, c'est surtout que ça n'a aucun sens. Et par ailleurs, ça veut dire que 150 ou 154 journalistes d'investigation du monde entier servent le gouvernement français. C'est le complotisme, c'est l'aberration. Vous connaissez la formule, quand on ne sait pas de quoi on parle, on ferme sa gueule. Là, voilà, tout le monde s'exprime, tout le monde donne son avis sur une affaire dont peu de gens finalement connaissent les dessous. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir raconté ce qu'on a fait. Je pense qu'on a été très loin. On a même fait un très bon making-of de notre enquête sur le monde.fr que je vous recommande. C'est pas pour faire du clic là, mais c'est simplement parce que c'est assez clair. On a dit d'où venait l'information. On peut pas quand même donner la source. C'est quand même la moindre des choses. Mais je peux vous dire que cette affaire n'a pas de sous-bassement politique. Ok, moi je vais conclure en disant que je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire le point de départ, c'est heureusement qu'il y a des journalistes d'investigation comme vous pour faire le boulot, parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur la scène française. Restez avec nous maintenant s'intéresser à un combat qui rend l'ambiance un peu glaciale dans les couloirs de Canal+. À ma droite sur le ring, Antoine Decaune et son grand journal, à ma gauche Yann Barthès et son petit journal, et derrière les cordes, il y a deux producteurs qui lorgnent le même gâteau, celui de la vitrine en clair de la chaîne Crypté. Reportage Mathieu Robert. Depuis 10 ans, c'est la vitrine de Canal+, l'émission qui doit donner envie aux téléspectateurs de s'abonner. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Journal. Oui, mais voilà, le Grand Journal a perdu de sa superbe. Depuis qu'Antoine Decaune a pris les manettes il y a 2 ans, 300 000 fidèles se sont évaporés. No comment. Pour sauver le soldat Decaune, Canal+ a pris une décision lourde de symboles, supprimer le premier écran publicitaire. Cette semaine, les Femen ont eu 30 minutes d'affilée pour s'exprimer. Bonsoir mesdames. Un luxe inconcevable il y a à peine 2 mois. Elles auraient été coupées quelques minutes après la prise d'antenne. Un petit peu de pub. Bien aidé par une actualité chargée, le résultat n'a pas tardé. Quelques 100 000 personnes retrouvées depuis janvier. Pas mal. Mais un manque à gagner pour la chaîne. Selon nos informations, ces 4 minutes de réclame rapportaient de 30 à 40 000 euros par jour. Potentiellement, la perte pourrait être de 3 à 5 millions d'euros d'ici la fin de saison. Supprimer une page de pub, c'est un sacrifice, surtout à une émission aussi exposée, mais le Canal+ n'avait plus vraiment le choix puisque l'émission était vraiment pas en forme à la fin de l'année 2014. Vous supprimez une coupure pub, votre part d'audience augmente, c'est mécanique. En décryptant l'actualité avec un zeste d'impertinence. Au moment où on est fier de faire de la télévision. Le Grand Journal marche parfois sur les plates-bandes du Petit Journal. Quand Antoine Decaune s'essaie au latex avec ses chroniqueuses. Méchant Decaune. La bande de Yann Barthès l'avait déjà enfilé la veille. C'est cogné un peu fort, c'est cogné. Une rivalité née d'une scission. Au départ, le Petit Journal, c'est une chronique au sein du Grand, avant de réussir à s'émanciper en 2011. Le Petit Journal, c'est une marque forte, voire très forte. C'est un ton d'ailleurs qui a irrigué au-delà de Canal l'esprit un peu deuxième degré, un peu cynique, porté sur l'actualité, sur les politiques. Ça, c'est assez largement répandu. Mais oui. Une réussite qui doit aussi à sa programmation à 20h25. À cette heure-là, les journaux télévisés, c'est à vous. Puis touche pas à mon poste, s'arrête un par un. Il va falloir se faire passer la patate qui est chaude. La concurrence, c'est bien moins redoutable. Une position privilégiée qui donne de l'ambition. Selon Le Parisien, la boîte de production du Petit Journal aurait proposé l'été dernier un concept pour prendre la case de son aîné. Paf!
c'est un monde un peu étrange, le monde de la télévision. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est une rumeur, parce que je connais Laurent, il ne me l'a jamais évoqué. Laurent, c'est Laurent Bon, l'homme de l'ombre du Petit Journal. Un personnage très discret, cette journaliste de Capital l'a constaté. Il n'y a aucune photo de lui sur Internet. D'ailleurs, je suis même pas sûre qu'il soit ravi que cette photo-là existe. Le grand journal de la grande époque, c'est lui. Laurent Bon y a passé 7 ans aux côtés de Renaud Levanquim, le boss de l'émission. En 2011, Laurent Bon, accompagné de Yann Barthès, quitte le grand journal avec perte et fracas. Le binôme crée Bangoumi, qui produit le Petit Journal, grand format. Entre les deux boîtes de prod se joue depuis une lutte d'influence au sein de la chaîne cryptée. C'est sûr que quand le Petit Journal a quitté le Grand Journal, ça voulait dire une séquence qui fait de l'audience en moins et ça voulait dire du chiffre d'affaires en moins puisque c'était du temps d'antenne enlevé au Grand Journal pour le donner au Petit Journal. Donc ça a été quand même un peu compliqué, même si Renaud Levanquim dit que tout s'est très bien passé, certains témoins du Monde disent que ça a été un peu vécu comme une trahison et assez difficile, même si maintenant, a priori, les choses se sont apaisées. Des relations apaisées, mais le sujet reste ultra sensible, que ce soit à Canal ou du côté des producteurs. Personne n'a souhaité nous parler face caméra. Bienvenue en enfer. La vitrine a beau être étincelante, l'arrière-boutique reste, elle, bien verrouillée. Et ben c'est venu pour moi le moment de vous dire. Allez, salut maintenant. Toujours à propos de Canal, Julien, on entend assez peu le nouvel actionnaire Vincent Bolloré. Il a parlé cette semaine, c'était sur France Inter, au micro de Léa Salamé. Et il a livré une conception très particulière de l'esprit Canal, cher à la chaîne depuis sa création. Je le cite, il y a un peu trop de dérision, parfois c'est un peu blessant ou désagréable. Se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Alors cette déclaration a fait l'effet d'une petite bombe dans les couloirs de Canal+. Et les Guignols et le Petit Journal lui ont répondu dès jeudi, on regarde. Vous regardiez un petit journal sans beaucoup de dérision aujourd'hui, mais prévu de longue date. En revanche, demain, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Voilà, ouais, et les Guignols ont fait un sketch, eux aussi. Petite question, vous étiez, on l'a vu dans le reportage de Sigor Ibanez, en même temps au Grand Journal et à C'est à vous. Donc vous aviez donné l'exclu au Grand Journal, c'est ça? Mais C'est à vous, vous avez dit venez aussi? Oui, c'est un peu ça. En fait, avec Gérard, c'est vrai, on a été un peu débordé par l'ampleur qu'a pris l'affaire. On a été invité par toutes les émissions radio, télé, etc. Il y a certaines radios ou certaines télés qui demandent des exclusivités. Donc nous, on est plutôt des gentils garçons, donc on dit oui. Et puis après, on se retrouve, on n'arrive pas à tenir forcément notre promesse. Il y a une attachée de presse derrière aussi qui est harcelée, etc. Et on s'est retrouvé à un moment à faire les deux mêmes émissions, mais on pensait, moi j'avais cru comprendre que C'est à vous, on l'a fait en différé, on l'a enregistré en avance et qu'on passerait après Canal+. Voilà. Et en fait, on est passé en même temps. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, c'est pas notre job, on est un peu dépassé par tout ça. Et sur la concurrence Petit Grand Journal? Oui, ils sont en concurrence, qu'on a été aussi invités le même jour au Petit Journal. Donc moi, je voulais bien aller partout, il n'y a pas de souci. Mais sauf que quand ils ont su qu'on allait au Grand Journal, ils nous ont décommandé. Et puis du coup, ils nous ont un peu taclé. Mais c'était plutôt rigolo. De toute façon, Yann Barthès est en général assez rigolo, donc on l'a assez bien vécu. Bon, vous nous parlez souvent, Julien, d'audience dans cette émission. Il y a un autre indicateur, le Calimat. Les résultats sont tombés cette semaine. Oui, le Calimat mesure la qualité des programmes et non pas l'audience. Alors champagne pour France 5, félicitations à tous, dont les primes les mieux notés sont arrivés en tête. C'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que les primes de France 5 sont les mieux notés. Ça se joue à peu de choses, regardez. Peu de choses. France 5 arrive en tête avec 7,87 sur 10. C'est la note. Devant quand même TF1, suivent France 3 et France 2. À noter aussi dans le top 20 des programmes les plus appréciés, France 2, France 3 qui occupent les 5 premières places. TF1 arrive en 6e position avec le film Les Intouchables qui avait quand même rassemblé 14 millions de téléspectateurs. Moralité, les programmes les plus regardés ne sont pas forcément les plus appréciés. Et vous savez, Apostrophe était l'émission la plus célèbre de la télévision. Quand on demandait aux gens qu'est-ce que vous aimez à la télévision, tout le monde répondait Apostrophe et l'audience dépassait 1,5. C'est pas une petite réponse à Bernard Pivot que vous a critiqué dans un article du JDD disant que vous n'aviez pas assez cité les petites mains du journalisme? Ah mais je me sens pas... Non, je trouvais que c'était un article très sympathique. Ouais, c'était un bon article. L'article de Bernard Pivot dans le Journal du Dimanche. Ouais, j'ai bien aimé. D'accord, ok. Allez, on termine là-dessus. Merci à tous. Serge, Julie, le dictionnaire amoureux du journalisme, il est publié chez Plomb. Voilà, ça va devenir notre livre de chevet. Alice, votre invité numérique cette semaine. Il s'appelle Didier Rapaport, c'est le fondateur de Appen, vous savez, l'application française de drague en ligne. Et comme c'est la Saint-Valentin, on a décidé d'en parler. Ben voilà, c'était la Saint-Valentin. Hier, on se quitte comme chaque dimanche avec une caricature. Elle est signée Cap, dessinateur catalan. Ça s'inspire directement de votre enquête, Fabrice Lhomme, avec un citoyen qui tient à bout de bras l'économie nationale, tandis qu'un banquier lui fait les poches, profitant de la sieste prolongée du gouvernement. Salut à tous, à dimanche prochain à 12h35. Bonne semaine sur France 5 et merci. Merci.